Le parfum des roses que j'avais plantées dans mon nouveau jardin embaumait l'air frais d'Annecy ce matin-là. Je m'appelle Marguerite Dubois et à 65 ans, je pensais enfin avoir trouvé mon petit coin de paradis. Après 40 ans de mariage avec Robert, son départ soudain m'avait laissé seule dans notre grand appartement parisien, rempli de souvenirs qui me hantaient chaque jour. Pendant 2 longues années, j'ai économisé chaque centime de ma pension et vendu quelques bijoux précieux pour m'offrir cette modeste mais charmante maison, avec vue sur le lac d'Annecy. Je me souviens encore de la première fois que j'ai tourné la clé dans la serrure. Ce sentiment indescriptible de liberté, de recommencement, les murs clairs, les poutres apparentes, le petit jardin où je pourrais cultiver mes fleurs préférées, tout était parfait. Enfin, j'allais pouvoir vivre à mon rythme, sans avoir à me justifier, sans devoir supporter les regards de pitié des voisins qui me voyaient comme la pauvre veuve du 3e étage. Cette maison représentait bien plus qu'un simple toit. C'était ma renaissance, ma déclaration d'indépendance face à la vie qui m'avait tant prise et si peu rendue. Chaque meuble que j'avais soigneusement choisi, chaque tableau accroché au mur, racontait une partie de ma nouvelle histoire, celle que j'écrivais enfin pour moi-même. Les premiers jours furent magiques. Je me réveillais avec le chant des oiseaux, prenais mon café sur la terrasse en admirant les montagnes qui se reflétaient dans le lac. Je faisais de longues promenades le long des canaux de la vieille ville, découvrant peu à peu les visages de mes nouveaux voisins. Marcel, le boulanger dont les croissants aux amandes étaient divins. Isabelle, la bibliothécaire qui m'avait déjà recommandé une dizaine de romans. Pierre, cet avocat à la retraite, au regard malicieux, qui s'arrêtait toujours pour échanger quelques mots lorsque nos chemins se croisaient au jardin de l'Europe. Puis est venu ce fameux dimanche, j'avais invité mon fils Antoine à déjeuner pour lui montrer ma nouvelle demeure. À 42 ans, Antoine avait toujours été ce qu'on appelle poliment un éternel adolescent, brillant mais paresseux, charmant mais calculateur. Robert l'avait toujours trop gâté et moi, dans ma faiblesse maternelle, j'avais laissé faire. Je savais qu'il traversait une mauvaise passe financière, comme toujours d'ailleurs, mais j'espérais sincèrement qu'il serait heureux pour moi. Il est arrivé avec 1 heure de retard, comme à son habitude. Je l'ai accueilli avec cette joie mêlée d'appréhension que seules les mères peuvent à se comprendre. Son regard a balayé l'entrée, le salon, la cuisine ouverte. J'ai vu ses yeux s'attarder sur les détails, le parquet en chêne que j'avais fait restaurer, la cheminée en pierre, les grandes fenêtres donnant sur le jardin, et au loin, les eaux calmes du lac. « C'est surprenant, maman », a-t-il dit avec ce ton condescendant qu'il adoptait souvent avec moi. « Je ne pensais pas que tu t'offrirais quelque chose d'aussi convenable. » J'ai choisi d'ignorer la remarque et lui ai fait visiter le reste de la maison. La chambre d'amis, mon petit bureau, la salle de bain avec sa baignoire sur pied que j'avais tant désiré. À l'étage, ma chambre avec son balcon donnant sur les montagnes. Et enfin, le grenier que je projetais de transformer en atelier de peinture. Un rêve que j'avais toujours reporté pour m'occuper des autres. C'est en redescendant dans le salon, alors que je lui servais un verre de ce chardonnay local que j'avais découvert, qu'Antoine a laissé tomber la bombe. « J'aime ça. Je vais amener ma femme, mes enfants et ma belle-mère ici avec vous. » J'ai failli lâcher la bouteille. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Ce n'était pas une question, ni même une demande. C'était une affirmation, comme si ma maison, mon sanctuaire durement acquis, n'était qu'une extension de ses possessions. J'ai respiré profondément, très profondément. Le temps semblait s'être arrêté. Je voyais déjà Céline, sa femme au sourire froid, réarranger mes meubles, critiquer ma décoration. Je voyais Sophie, ma petite fille de 15 ans, claquer les portes et monopoliser la salle de bain. Lucas, 10 ans, courir partout en laissant traîner ses jouets. Et pire que tout, Françoise, ma belle-mère, cette femme qui n'avait jamais caché son mépris pour moi, s'installer dans ma chambre d'amis, commentant chacun de mes faits et gestes. Toute ma vie, j'avais cédé. J'avais été la fille obéissante, l'épouse dévouée, la mère sacrificielle. Toujours arrangeante, toujours compréhensive, toujours disponible pour les autres. Et où cela m'avait-il mené, à 65 ans, à devoir me battre pour un petit espace à moi? Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Ou peut-être s'est-il réparé.
Une chaleur nouvelle a envahi ma poitrine, un mélange de colère et de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon visage, lui, est resté parfaitement calme, mon sourire intact. « Vraiment? Et quand pensez-vous venir ?» ai-je demandé d'une voix étonnamment stable. Antoine apparut surpris par ma réaction. Il s'attendait probablement à des protestations, à des négociations, pas à cette acceptation tranquille. « Eh bien, Céline a déjà commencé à emballer quelques cartons. L'école de Lucas se termine dans 2 semaines. Ce serait le moment idéal, non ?» J'ai hoché la tête, comme si nous discutions simplement de la météo. « Parfait. Cela me laisse juste le temps de tout préparer. » Il n'a même pas demandé ce que je devais préparer. Antoine ne s'est jamais vraiment intéressé aux détails pratiques de la vie. Dans son monde, les choses se faisaient toutes seules, par magie, ou plutôt par ma magie à moi, celle de la mère qui arrange tout, qui absorbe les problèmes, qui aplanit les difficultés. Mais cette fois, j'allais préparer quelque chose de très différent. Après son départ, je suis restée longtemps assise sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Les lumières de la ville commençaient à scintiller, se reflétant dans les eaux du lac comme des étoiles tombées du ciel. Cette vue qui m'avait tant coûté, ce rêve que j'avais enfin réalisé, je n'allais pas les abandonner. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit bouillonnait d'idées, de plans, de stratégies. Pour la première fois de ma vie, j'allais prendre les devants. J'allais être l'auteur de ma propre histoire, pas seulement un personnage secondaire dans celle des autres. Le lendemain matin, j'ai appelé Pierre, mon voisin avocat. Son expérience et ses conseils allaient un tout maître précieux. Puis Isabelle, dont le frère travaillait à la mairie d'Annecy. Et enfin Juliette, que j'avais rencontrée lors d'une exposition au Palais de Lille et qui n'était pas la simple agente immobilière que tout le monde croyait. Vous vous demandez peut-être d'où je viens, ce qui m'a amené à ce moment décisif de ma vie. Comment une femme apparemment douce et accommodante comme moi a pu concevoir un plan si audacieux? La vérité est que nous avons tous en nous cette étincelle de rébellion, ce désir profond de justice. Il suffit parfois d'une goutte pour faire déborder le vase, d'une remarque pour briser des décennies de patience. Alors que je composais ces numéros de téléphone ce matin-là, j'ai senti une excitation nouvelle monter en moi, l'anticipation de ce qui allait suivre, la satisfaction de savoir que pour une fois, je ne serais pas celle qui cède, celle qui s'efface. Cette fois, j'allais être celle qui surprend, celle qui prend les rênes. 2 semaines, c'est le temps que j'avais pour tout mettre en place. 2 semaines pour transformer ma maison, non pas en un lieu d'invasion familiale, mais en le théâtre de ma plus grande revanche. 2 semaines pour préparer un accueil dont Antoine, Céline et surtout Françoise se souviendraient toute leur vie. Mon premier appel fut pour Pierre. Sa voix grave et rassurante m'a immédiatement apaisée. « Pierre, c'est Marguerite. Pourrions-nous nous voir aujourd'hui? C'est important. » 2 heures plus tard, nous étions assis sur un banc face au lac, à l'abri des regards indiscrets. Le soleil printanier réchauffait doucement ma peau, tandis que je lui racontais tout. La visite d'Antoine, son annonce désinvolte, ma colère silencieuse. Pierre m'écoutait sans m'interrompre, ses yeux bleus pétillants d'une indignation grandissante. Quand j'eus terminé, il posa sa main sur la mienne, un geste simple qui me donna étrangement du courage. « Marguerite, depuis combien de temps nous connaissons-nous? 3 mois, depuis mon installation. Et en 3 mois, j'ai appris à vous connaître comme une femme de valeur, digne et généreuse. Ce que votre fils prévoit est, pardonnez ma franchise, c'est un abus. Vous méritez mieux. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en moi. Oui, je méritais mieux. Toute ma vie, j'avais accepté moins que ce que je méritais. Que puis-je faire, Pierre? Je ne peux pas simplement leur claquer la porte au nez. C'est mon fils, après tout. Pierre réfléchit un moment, caressant sa barbe grisonnante. Puis son visage s'illumina d'un sourire que je qualifierais presque de malicieux. « Vous connaissez Juliette Petit, celle qui travaille au Palais de Lille, la conservatrice? Oui, nous avons échangé quelques mots lors d'une exposition. Juliette n'est pas seulement conservatrice. Avant de s'installer à Annecy, elle était productrice pour France Télévisions. Elle a gardé d'excellents contacts dans le milieu. Je ne voyais pas encore où il voulait en venir, mais je sentais l'excitation monter en moi.
Pierre se pencha vers moi, baissant la voix comme pour partager un secret d'État. Et si, au lieu de subir cette invasion, vous en faisiez un spectacle qui donnerait une leçon à votre fils et qui, en même temps, servirait une cause plus grande. C'est ainsi que naquit l'idée de la maison de dignité. Ce n'était au début qu'une vague ébauche, mais plus nous en parlions, plus elle prenait forme dans mon esprit. Une fondation pour les personnes âgées en situation d'isolement familial. Un lieu d'accueil, de partage, mais aussi de sensibilisation sur le respect dû aux aînés. Le lendemain, nous rencontrions Juliette dans un petit café discret du vieil Annecy. Son enthousiasme fut immédiat. Une émission spéciale sur le lancement d'une telle initiative, avec une dimension humaine aussi forte, c'est exactement le type de projet que mes anciens collègues recherchent. Ses doigts fins pianotaient déjà sur son téléphone, prenant des notes, envoyant des messages. Je la regardais faire, à la fois fascinée et légèrement effrayée par la rapidité avec laquelle mon idée de vengeance personnelle se transformait en projet médiatique. Il nous faut un angle fort, poursuivit Juliette. Quelque chose qui captera l'attention du public, qui créera l'émotion. Pierre et moi échangeâmes un regard entendu. Et si l'angle était justement la famille qui a inspiré ce projet, suggéra-t-il. Une mère qui, face à l'ingratitude de son fils, décide de transformer sa déception en quelque chose de positif pour la communauté. Juliette s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant sous la révélation. C'est brillant, une confrontation en direct, la famille arrivant avec ses valises, sans se douter qu'elle entre dans un événement médiatisé. La surprise, l'embarras, la révélation publique de leur comportement, un frisson me parcourut l'échine. Étais-je vraiment prête à aller si loin, à exposer ainsi les failles de ma famille, de mon propre fils? J'hésitai un instant, puis je repensai à toutes ces années de sacrifice, à ces moments où j'avais fait passer les besoins d'Antoine avant les miens, à sa désinvolture, lorsqu'il avait annoncé qu'il prendrait possession de ma maison. « Faisons-le », déclarai-je, fermement. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Juliette mobilisa ses contacts dans le monde des médias. Une chaîne locale se montra intéressée, puis une chaîne nationale lorsque le concept de l'émission « La justice des aînés » fut affiné. Pierre, quant à lui, s'occupa des aspects juridiques de la création de la fondation. « Nous devons nous assurer que tout est légal », m'expliqua-t-il un soir, alors que nous travaillions tard dans mon salon. « Si nous créons effectivement cette fondation, elle doit avoir une existence réelle, pas seulement servir de décor à notre mise en scène. » J'appréciais sa rigueur, son souci du détail. Grâce à lui, la maison de dignité prenait forme non seulement comme un outil de ma vengeance, mais comme un véritable projet social qui pourrait perdurer bien au-delà de la confrontation avec Antoine. Pendant ce temps, je maintenais un contact régulier avec mon fils. Nos conversations téléphoniques étaient un exercice d'équilibrisme émotionnel. Je devais paraître normale, enthousiaste même, à l'idée de leur venue, tout en contenant la tempête qui grondait en moi. « Oui, Antoine, j'ai déjà commencé à vider le grenier pour les affaires de Françoise. Non, ne t'inquiète pas pour les meubles. Nous trouverons de la place. Bien sûr que Sophie peut avoir la chambre avec le balcon. Je prendrai la plus petite. » Chaque concession fictive que je faisais alimentait ma détermination. Chaque demande supplémentaire d'Antoine, car il y en eut beaucoup, renforçait ma conviction que j'agissais justement. Une semaine avant le jour J, nous organisâmes une réunion avec tous les complices de mon plan. Autour de ma table à manger se trouvaient désormais non seulement Pierre et Juliette, mais aussi Isabelle, dont le frère travaillait à la mairie et avait convaincu le maire de participer à l'événement. Marcel, mon voisin boulanger qui s'était proposé pour le buffet, et 3 représentants de l'association locale des seniors, emballés par l'idée de la fondation. « Voici le déroulement prévu », expliqua Juliette en déployant un planning détaillé. L'équipe de tournage arrivera à 9h pour installer les caméras et les micros. Les invités commenceront à arriver à 14h. Le maire fera son discours à 15h, suivi de Marguerite. Antoine et sa famille sont attendus vers 16h, ce qui nous donnera le temps de mettre en place l'atmosphère parfaite pour leur arrivée. Je visualisais la scène, imaginant l'expression d'Antoine lorsqu'il réaliserait ce qui se passait. Un mélange de culpabilité et d'excitation m'envahit. « Et pour l'épreuve ?» demanda Pierre. Nous avions parlé de messages, de conversations qui démontreraient leurs intentions. C'était la partie la plus délicate de notre plan. Comment prouver qu'Antoine et Céline avaient vraiment prévu de s'approprier ma maison sans en avoir l'air
trop intrusif. C'est là qu'Isabelle intervint, avec une suggestion qui me fit d'abord hésiter. Antoine utilise toujours le même mot de passe pour tout, n'est-ce pas? Celui que vous m'avez mentionné l'autre jour, Marguerite, quand vous m'avez raconté comment il oubliait constamment de le changer? C'était vrai. Depuis l'adolescence, Antoine utilisait le même mot de passe, le nom de notre ancien chien suivi de son année de naissance. Une habitude que j'avais souvent critiquée en vain. Je connais quelqu'un qui pourrait accéder à ces conversations avec Céline, légalement discutable, mais moralement justifiable dans ce contexte. Le silence tomba sur notre petit groupe. Nous franchissions une ligne, je le savais, mais n'avaient-ils pas, eux aussi, franchi une ligne en planifiant de s'emparer de ma vie? Faites-le, décidai-je après un moment de réflexion. Mais avec prudence, je ne veux pas d'informations trop personnelles, juste celles qui concernent leur plan pour ma maison. 3 jours plus tard, Isabelle revint avec une clé USB contenant des captures d'écran de conversation entre Antoine et Céline. Ce que j'y découvris dépassa mes pires craintes. Une fois installée, nous pourrons progressivement réaménager. La vieille ne se rendra compte de rien si on y va doucement. Le grenier ferait une parfaite salle de jeu pour Lucas. Elle n'a pas besoin de tout cet espace de toute façon. Dans 1 an ou 2, on pourra suggérer qu'elle serait mieux dans une résidence. La maison sera déjà pratiquement à nous. Chaque message était comme un coup de poignard. La vieille, était-ce ainsi que mon fils me voyait? Un obstacle, un fardeau dont on cherche à se débarrasser? Je pleurais cette nuit-là. De vraies larmes amères qui emportèrent les dernières traces de culpabilité que je pouvais ressentir. À 4 jours de l'arrivée d'Antoine, un nouveau défi se présenta. Françoise, ma belle-mère, appela pour me demander si sa sœur Claudine pouvait également venir s'installer pour quelques semaines. Claudine, avec qui Françoise s'était brouillée des années auparavant pour une histoire d'héritage. « Ce serait tellement gentil de ta part, Marguerite », minauda Françoise, avec cette fausse douceur que je connaissais trop bien. Claudine traverse une période difficile et ta maison est si grande. Je faillis éclater de rire. Ma maison, apparemment, était devenue un refuge pour tous les membres de cette famille qui ne m'avaient jamais témoigné le moindre respect. Mais je me contins et acceptai avec une gracieuse résignation qui dut la surprendre. Ce développement inattendu donna à Pierre une nouvelle idée. Nous contactâmes Claudine directement, lui expliquant notre plan. Contrairement à sa sœur, Claudine avait toujours été correcte avec moi. Sa réaction fut au-delà de nos espérances. « Françoise veut s'installer chez vous? Après tout ce qu'elle a dit sur vous pendant des années, j'en étais sûre. Comptez sur moi, Marguerite. Je serai là pour voir sa tête quand elle découvrira la vérité. » Claudine devint ainsi un élément clé de notre mise en scène, acceptant même le rôle de directrice financière de notre fondation fictive mais pas si fictive. La veille du grand jour, une effervescence fébrile régnait dans ma maison. Des techniciens installaient discrètement des caméras et des micros. Des traiteurs préparaient le buffet pour la réception. Des affiches de la maison de dignité étaient accrochées, montrant des personnes âgées souriantes dans un environnement chaleureux. Je me tenais au milieu de cette agitation, à la fois exaltée et terrifiée. Étais-je allé trop loin? Était-il encore temps de faire marche arrière? Pierre me rejoignit, semblant lire dans mes pensées. « Des doutes, Marguerite ?» Je soupirais, regardant autour de moi cette maison qui était devenue le théâtre d'un drame, dont j'étais à la fois l'auteur et l'actrice principale. Je me demande si Antoine me pardonnera un jour. Pierre prit doucement mes mains dans les siennes, son regard ancré dans le mien. La vraie question est, vous pardonnerez-vous si vous le laissez vous traiter ainsi? Parfois, l'amour véritable consiste à fixer des limites, à enseigner le respect. Ce que vous faites n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Ces mots résonnèrent en moi, apaisant mes doutes. Oui, c'était de la justice. Une justice longtemps différée, mais nécessaire. Cette nuit-là, je dormis d'un sommeil étrangement paisible. Je rêvais non pas de la confrontation à venir, mais de l'après. Une vie où je serais respectée, où mes choix seraient considérés, où ma valeur ne serait plus remise en question. Le matin du jour J se leva, lumineux et prometteur. Je m'habillai avec soin, choisissant une robe bleu marine élégante que Robert m'avait offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. Mes cheveux argentés, que je laissais habituellement libres, furent coiffés en un chignon sophistiqué. Je voulais que ma dignité soit visible,
palpable. À 10 heures, les premiers préparatifs commencèrent. Les caméras furent testées, les micros ajustés. À midi, les premiers invités arrivèrent. Des membres d'associations locales, des voisins curieux, des journalistes. À 14 heures, le maire fit son entrée. Impressionnant dans son costume, arborant son écharpe tricolore, avec une solennité qui donnait à notre événement une dimension officielle inattendue. Juliette orchestrait tout avec une efficacité remarquable, dirigeant son équipe comme un chef d'orchestre. Je l'observais, admirative, me demandant comment j'avais pu, en si peu de temps, m'entourer de personnes aussi compétentes et dévouées. À 15h30, alors que je terminais mon discours sur l'importance du respect intergénérationnel, recevant des applaudissements nourris, mon téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Nous sommes à 20 minutes. Peux-tu laisser la porte du garage ouverte pour qu'on puisse décharger directement ? Françoise a apporté plus de choses que prévu. Plus de choses que prévu. » Bien sûr, je montrai le message à Pierre, qui ne put retenir un petit sourire ironique. « Le moment approche, Marguerite. Êtes-vous prête ?» Je pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline courir dans mes veines. Toute ma vie avait mené à cet instant, à ce moment où, enfin, je prendrai position. Je suis prête. La tension était palpable dans la salle. Les invités, informés de ce qui allait se produire, partageaient des regards complices. Le champagne circulait, les conversations bourdonnaient, mais tous attendaient avec une impatience à peine dissimulée l'arrivée des véritables invités d'honneur. J'ai demandé à Juliette de vérifier une dernière fois que toutes les caméras fonctionnaient correctement. C'était crucial. Chaque expression, chaque réaction devait être capturée. La réalisatrice me fit un signe de tête rassurant, son casque sur les oreilles, dirigeant discrètement son équipe. « Tout est parfait, Marguerite. Détendez-vous. Vous êtes la star aujourd'hui. » La star. Ce mot me fit sourire intérieurement. Toute ma vie, j'avais été figurante dans le film des autres. Aujourd'hui, pour la première fois, j'occupais le rôle principal. Et quel rôle! Pierre s'approcha, un dossier à la main. Les documents sont prêts. J'ai fait quelques modifications de dernière minute pour nous assurer que tout est juridiquement inattaquable. Pendant les 2 semaines de préparation, nous avions réellement créé la fondation Maison de Dignité. Ce n'était pas qu'une façade pour ma vengeance, mais un projet concret avec une mission claire, offrir aux personnes âgées isolées un espace de vie communautaire et de dignité. J'avais effectivement fait don de ma maison à cette fondation, à une exception près, l'annexe à l'arrière du jardin, un petit studio que Robert avait utilisé comme atelier de bricolage. Cette annexe, je l'avais conservée, pressentant qu'elle jouerait un rôle dans notre plan. « Et pour les captures d'écran ?» demandai-je, soudain anxieuse. « Elles passeront en boucle sur l'écran géant dès que vous donnerez le signal. » me rassura Isabelle, montrant la télécommande qu'elle tenait fermement. J'ai sélectionné les plus révélatrices. Je jetai un coup d'œil vers l'écran, actuellement voilé par un rideau. Derrière ce tissu se cachèrent les preuves de la trahison de mon fils, de sa cupidité, de son mépris pour moi. Des mots qui me brûlaient encore, même après les avoir lus des dizaines de fois. Claudine, la sœur de Françoise, fit son entrée, élégante dans son tailleur gris perle. Son visage rayonnait d'une jubilation anticipée. « Françoise m'a appelée ce matin », chuchota-t-elle en me serrant dans ses bras. Elle se vantait d'avoir déjà choisi quelle pièce elle prendrait et comment elle réaménagerait votre cuisine car, je cite, « Marguerite n'a jamais eu le moindre goût ». Une vague de colère me traversa. Cette femme, qui n'avait jamais caché son dédain pour moi, qui avait empoisonné ma relation avec mon fils depuis des années, allait enfin recevoir la monnaie de sa pièce. Le maire d'Annecy, Monsieur le Comte, vint me féliciter pour mon initiative. Son soutien à notre projet était sincère. Il ignorait la dimension personnelle de ma motivation, voyant simplement une opportunité positive pour sa ville. C'est exactement le type d'initiative citoyenne que nous cherchons à encourager, Madame Dubois. Une réponse concrète à l'isolement des seniors, portée par une personne qui comprend réellement leurs besoins. Je le remerciais chaleureusement, éprouvant une pointe de culpabilité pour ne pas lui avoir révélé toute la vérité. Mais cette culpabilité s'évanouit rapidement lorsque mon téléphone vibra à nouveau. À 5 minutes, Sophie a hâte de voir sa nouvelle chambre. Sa nouvelle chambre, comme si ma maison leur appartenait déjà. Je montrai le message à Pierre,
dont le regard s'assombrit. « Il est temps de prendre position, Marguerite. » Il avait raison. Toute ma vie, j'avais reculé, compromis, sacrifié. Aujourd'hui, je tenais ferme. Juliette donna quelques instructions rapides à son équipe. 2 caméramens se positionnèrent discrètement près de l'entrée pour capturer l'arrivée d'Antoine et sa famille. Un autre se plaça stratégiquement pour filmer la réaction des invités. Le son fut vérifié une dernière fois. « Nous sommes en direct dans 3, 2, 1, murmura la réalisatrice. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que les micros allaient le capter. Pourtant, extérieurement, je demeurais calme, souriante, une coupe de champagne à la main, conversant avec le maire, comme si nous parlions simplement de la météo. Le bruit d'une voiture se fit entendre dans l'allée, puis des portières qui claquent, des voix qui s'élèvent, des rires. Le son des roues d'une valise sur les graviers, ma respiration s'accéléra. Dans quelques secondes, ma vie basculerait définitivement. La sonnette retentit, 3 coups courts, impatients. Un silence soudain tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers la porte d'entrée. Juliette me fit un signe discret. C'était à moi de jouer. D'une démarche assurée que je ne me connaissais pas, je traversai le salon et ouvris la porte avec un large sourire. Antoine se tenait là, les bras chargés de cartons. Derrière lui, Céline jonglait avec 2 valises et un sac à main. Sophie, écouteurs vissés aux oreilles, regardait son téléphone sans lever les yeux. Lucas, son petit frère, tenait un oreiller sous le bras et semblait excité par le déménagement. Et enfin, Françoise, droite comme un nid, inspectait déjà la façade de la maison d'un œil critique. « Maman, enfin! Le trajet était interminable avec tous ceux... » Antoine s'interrompit brusquement. Par-dessus mon épaule, il venait d'apercevoir la foule dans mon salon. Son visage passa de la surprise à la confusion. « Qu'est-ce que... Tu as des invités? Tu aurais pu nous prévenir. On aurait décalé d'un jour. » Je souris plus largement encore, savourant chaque seconde. « Oh, mais vous êtes attendu, Antoine. Vous êtes même les invités d'honneur. » Je m'écartai pour les laisser entrer, observant avec délectation leurs expressions décomposées lorsqu'ils découvrirent la scène, les caméras, les journalistes, le maire, les banderoles de la maison de dignité et surtout l'écran géant encore voilé qui dominait un mur entier. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» siffla Antoine entre ses dents, tentant de maintenir un sourire pour les caméras. Céline semblait pétrifiée, ses yeux passant frénétiquement d'un visage à l'autre, cherchant une explication. Sophie avait enfin levé les yeux de son téléphone et paraissait pour une fois véritablement intéressée par ce qui se passait. Lucas, confus, se rapprocha de sa mère et Françoise. Ah, Françoise! Son visage s'était figé dans une expression de stupeur indignée qui valait tous les sacrifices que j'avais consentis dans ma vie. « C'est l'inauguration de la maison de dignité, bien sûr, » répondis-je d'une voix forte, claire, destinée à être entendue par tous. Une fondation pour les personnes âgées, abandonnées ou maltraitées par leur famille. Le maire vient juste de la déclarer officiellement ouverte. Monsieur le comte s'avança, pompeux et solennel, pour serrer la main d'Antoine. « Votre mère nous a tout raconté. Quelle belle histoire familiale. Vous devez être si fier d'elle. » Antoine balbutia quelque chose d'incompréhensible, cherchant désespérément mon regard pour y trouver une explication. Mais j'étais déjà passé à l'étape suivante de notre plan. Je tapais dans mes mains pour attirer l'attention de tous. « Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter ma famille, l'inspiration même de ce projet. » Des applaudissements nourris résonnèrent dans la pièce. Antoine et Céline, pris au piège, ne purent que sourire maladroitement, leurs visages se décomposant à mesure qu'ils réalisaient qu'ils étaient filmés en direct. Quand mon fils m'a annoncé qu'il comptait s'installer chez moi avec toute sa famille, poursuivis-je d'une voix émue parfaitement calculée. J'ai d'abord ressenti ce que beaucoup de personnes âgées ressentent, la peur de perdre mon indépendance, mon espace vital. Puis j'ai compris que cette situation si personnelle reflétait un problème sociétal plus large. Je m'approchai d'Isabelle, qui me tendit la télécommande avec un discret clin d'œil. Laissez-moi vous montrer ce qui m'a inspiré précisément. D'une pression sur un bouton, je fis tomber le rideau qui masquait l'écran. Les captures d'écran des conversations entre Antoine et Céline apparurent, en haute définition, leurs mots cruels exposés aux yeux de tous. La vieille ne se rendra compte de rien. On la mettra dans une résidence dans 1 an ou 2.
Cette maison est trop belle pour qu'elle y vive seule. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Je vis le visage d'Antoine se décomposer, la panique envahir celui de Céline, et Françoise porter une main à sa poitrine, comme si elle allait défaillir. Ces échanges entre mon fils et ma belle-fille, expliquai-je calmement, m'ont fait réaliser combien il était important de protéger la dignité des personnes âgées. C'est pourquoi j'ai décidé de transformer ma maison en un lieu d'accueil pour ceux qui vivent des situations similaires. Le maire applaudit vigoureusement, suivi par tous les invités. Antoine tenta de s'approcher de moi, mais Pierre s'interposa subtilement, lui tendant une coupe de champagne. « À la Fondation !» déclara-t-il en levant son verre. « À la Fondation !» répéta la foule en chœur. C'est à ce moment que Claudine fit son entrée en scène, s'avançant vers nous d'un pas assuré. « Françoise, ma chère sœur, quelle surprise de te voir ici !» Françoise sembla sur le point de s'étrangler. « Claudine, mais que fais-tu là? Oh, tu n'es pas au courant. Je suis la nouvelle directrice financière de la Fondation. Marguerite m'a gentiment proposé ce poste, sachant combien j'ai d'expérience en gestion, contrairement à certaines. La pique était directe, référence à peine voilée à l'héritage que Françoise avait dilapidé après avoir exclu sa sœur du testament de leurs parents. Le visage de ma belle-mère passa du rouge au blanc, puis au rouge à nouveau. Pendant ce temps, Juliette s'était approchée de Sophie, lui expliquant avec enthousiasme comment l'émission était diffusée en direct sur plusieurs chaînes. L'adolescente, subitement intéressée par quelque chose qui ne concernait pas son téléphone, bombardait la productrice de questions. « Est-ce que je peux être interviewée aussi? Est-ce qu'on va passer à la télé nationale? C'est trop cool !» La trahison venait de tous les côtés. Antoine, acculé, cherchait désespérément une issue. Il finit par m'attraper par le bras et me tirer dans un coin, tentant de maintenir un sourire pour les caméras. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu nous humilies publiquement! C'est ça que tu voulais ?» Je soutins son regard, sans colère, mais avec une fermeté nouvelle. « Non, Antoine. Ce que je voulais, c'était être respecté, considéré, traité comme un être humain à part entière, pas comme une vieille femme encombrante dont on peut disposer selon ses convenances. Mais on allait juste vivre avec toi. C'est normal. Les familles vivent ensemble. Vivre avec moi, ou me déposséder progressivement de ma maison, de mon autonomie, de ma dignité. J'ai lu vos messages, Antoine. Je sais ce que vous prévoyez. » Son visage s'effondra, la réalité de la situation le frappant enfin de plein fouet. « Alors tout ça, cette mise en scène, c'est ta vengeance ?» Je secouai doucement la tête. « Non, mon fils, c'est ma résurrection. Pendant des décennies, j'ai été l'épouse dévouée, la mère sacrificielle, la belle-fille soumise. J'ai tout donné sans rien demander en retour. Aujourd'hui, je réclame simplement ce qui me revient, le droit de vivre ma vie selon mes propres termes. » Pierre nous rejoignit, tenant une enveloppe qu'il me tendit, les documents dont nous avons parlé, Marguerite. Je l'ouvris et en sortis 2 jeux de clés et un contrat que je tendis à Antoine. La maison appartient désormais officiellement à la Fondation, mais j'ai gardé l'annexe du jardin, tu sais, l'atelier de ton père. Il est à vous si vous le souhaitez. C'est petit mais confortable. Vous pouvez y vivre à une condition, que tu travailles pour la Fondation comme responsable de l'entretien et que Céline aide à l'organisation des activités. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité. « Tu veux qu'on vive dans l'atelier et qu'on travaille pour toi? C'est une plaisanterie? » Non, c'est une opportunité. Une chance de reconstruire notre relation sur des bases plus saines, plus équitables. Une façon pour toi de comprendre ce que signifie gagner sa place plutôt que de la prendre. Un silence s'installa entre nous, lourd de décennies de non-dits, de frustrations accumulées, d'attentes déçues. Je vis dans ses yeux le combat intérieur qui se livrait, la colère, l'humiliation, mais aussi, peut-être, une lueur de compréhension. Céline nous rejoignit, le visage défait, tenant Sophie par l'épaule. La jeune fille arborait un sourire inattendu. « Maman, Juliette dit que je pourrais avoir mon propre segment dans l'émission. Un truc genre « La vie vue par les ados » ou quelque chose comme ça. C'est pas génial ?» Céline lui jeta un regard noir avant de se tourner vers moi. « Marguerite, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons vendu notre appartement. Nous n'avons nulle part où aller. C'est pourquoi je vous offre l'annexe. Un toit, un travail, une chance de repartir sur de nouvelles bases. Dans un cabanon de jardin, avec un travail de...
De domestique, son ton était incrédule, offensé, dans un espace confortable et indépendant, avec un travail digne qui contribue à une cause importante. Françoise s'approcha à son tour, tirant sa valise derrière elle. « Je retourne à Paris, immédiatement. Je refuse de participer à cette mascarade. » Claudine apparut comme par magie à ses côtés, un sourire doucereux aux lèvres. « Oh, mais tu ne peux pas partir maintenant, très chère sœur. Tu es attendue pour une interview exclusive où tu expliqueras comment traiter correctement sa belle-fille. Ton expérience sera éclairante. » Le regard que Françoise me lança aurait pu me pétrifier sur place si je n'avais pas été portée par cette nouvelle force, cette conviction inébranlable de faire ce qui était juste. Le maire nous rejoignit, inconscient de la tension qui régnait dans notre petit groupe. « Madame Dubois, c'est le moment de votre discours principal. Le public attend. » Je jetai un dernier regard à ma famille en crise. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas le besoin de tout arranger, de tout apaiser, de tout sacrifier pour leur confort. « Un instant, monsieur le maire, » répondis-je avec un sourire serein. « Ma famille et moi venons de conclure un nouvel accord qui va certainement intéresser nos téléspectateurs. » Antoine me regarda, une supplication muette dans les yeux, mais il était trop tard pour reculer. Le temps de la vérité était venu, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule voie vers une authentique réconciliation. Je me dirigeais vers l'estrade, suivi par les caméras, prête à dévoiler au monde la nouvelle dynamique de notre famille. En montant sur la petite scène, je croisai le regard de Pierre qui m'adressait un hochement de tête approbateur. Pour la première fois depuis des années, je me sentais véritablement vivante, maîtresse de mon destin. Les projecteurs m'éblouirent un instant lorsque je montais sur l'estrade. La chaleur des lumières contrastait avec le froid qui s'était installé dans mon cœur. Non pas un froid de tristesse, mais celui d'une détermination glaciale, forgée par des années de concessions silencieuses. Je saisis le microphone d'une main que je voulais ferme, bien que mon pouls s'accélérât. La salle entière me regardait, des dizaines de visages tournés vers moi, attendant mes paroles. Dans un coin, l'équipe de Juliette filmait chaque seconde. Un voyant rouge m'indiquait que nous étions toujours en direct. « Mesdames, messieurs, chers amis », commençai-je d'une voix étonnamment assurée. La maison de dignité n'est pas née d'un simple élan philanthropique. Elle est le fruit d'une prise de conscience personnelle, douloureuse mais nécessaire. Mes yeux trouvèrent ceux d'Antoine dans la foule. Il se tenait raide, un verre de champagne à la main qu'il n'avait pas touché, Céline accrochée à son bras comme à une bouée de sauvetage. Pendant des décennies, j'ai cru que l'amour maternel signifiait s'effacer, céder, se sacrifier. J'ai pensé que ma valeur se mesurait à ma capacité à répondre aux besoins des autres, à anticiper leurs désirs, à m'oublier pour eux. Ma voix trembla légèrement, mais je poursuivis, porté par cette vérité que je n'avais jamais osé exprimer. Puis est venu le jour où j'ai compris que ce n'était pas de l'amour, c'était de la servitude volontaire, et que cette servitude ne rendait service à personne, ni à moi, ni à ceux que j'aimais. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Je vis plusieurs femmes de mon âge hocher vigoureusement la tête, leurs yeux brillants d'une reconnaissance qui me toucha profondément. Quand mon mari est décédé, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, d'acheter cette maison, de construire un nouvel avenir qui m'appartiendrait pleinement. Et c'est alors que j'ai découvert que certains membres de ma famille avaient d'autres projets pour moi. Je fis un geste vers l'écran géant où les messages d'Antoine et Céline étaient toujours affichés. Sophie, la jeune adolescente que je croyais perdue dans son monde virtuel, fixait maintenant ces mots avec une expression horrifiée. Elle n'avait probablement jamais imaginé que ses parents puissent être si calculateurs. Ces messages que vous voyez ne sont pas de simples mots jetés dans une conversation privée. Ils représentent une mentalité, une façon de considérer les personnes âgées comme des obstacles, des fardeaux dont on cherche à se débarrasser, ou pire encore, des ressources à exploiter. Je vis Antoine s'agiter, visiblement mal à l'aise. Il tenta de s'approcher de l'estrade, mais Pierre lui barra subtilement le chemin, engageant une conversation qui semblait anodine, mais qui le maintenait efficacement à distance. C'est cette prise de conscience qui m'a inspiré. Si moi, avec une famille, un toit, des moyens, je pouvais être traité ainsi, qu'en était-il de ceux qui sont véritablement seuls, vulnérables
Sans défense, le maire acquiesça solennellement, impressionné par ce qu'il prenait pour un discours préparé de longue date, ignorant le drame familial qui se jouait sous ses yeux. La maison de dignité sera un lieu où les personnes âgées pourront vivre dans le respect et l'autonomie. Un espace où leur expérience sera valorisée, où leur voix sera entendue, où leur présence sera célébrée, non tolérée. Des applaudissements nourris éclatèrent dans la salle. Je remarquai même quelques journalistes prendre des notes frénétiquement. Mon histoire personnelle se transformait sous mes yeux en cause sociétale. Mais cette fondation sera également un lieu de réconciliation, de seconde chance. Car nous devons reconnaître que les dynamiques familiales toxiques ne naissent pas de la malveillance pure, mais souvent de l'ignorance, de la peur, de schémas hérités que nous perpétuons sans les interroger. À ces mots, je vis une lueur d'espoir traverser le regard d'Antoine. Il croyait peut-être que j'allais adoucir mon discours, minimiser sa faute, lui offrir une porte de sortie honorable. Il me connaissait si mal. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer que ma propre famille sera la première à bénéficier de notre programme de réhabilitation des relations intergénérationnelles. Un silence intrigué tomba sur l'assemblée. Même Juliette, qui connaissait pourtant le plan, me regardait avec curiosité, se demandant quelle nouvelle surprise j'allais dévoiler. Mon fils Antoine, sa femme Céline et sa belle-mère Françoise ont accepté de participer à une expérience unique. Ils vivront dans l'annexe de la propriété et travailleront pour la fondation, apprenant ainsi la valeur du respect, de l'effort et de la réciprocité dans les relations humaines. Des exclamations surprises fusèrent de toutes parts. Les caméras se tournèrent immédiatement vers Antoine et sa famille, capturant leurs expressions stupéfaites. Françoise semblait sur le point de s'évanouir, soutenue par Claudine, qui ne cachait pas son plaisir devant la situation. Leur parcours sera documenté dans une série spéciale, La justice des aînés, produite par notre partenaire média, afin de sensibiliser le public aux problématiques de maltraitance silencieuse envers les personnes âgées. Juliette sourit largement, ravie de cette publicité inattendue pour son émission. Elle fit un signe à ses caméramens pour qu'ils cadrent alternativement mon visage déterminé et celui décomposé de ma famille. Antoine sera responsable de l'entretien des lieux, mettant ses compétences au service de notre communauté. Céline animera des ateliers créatifs, partageant son talent pour l'organisation d'événements. Et Françoise, je marquai une pause théâtrale, savourant l'angoisse visible sur le visage de ma belle-mère. Françoise partagera sa grande expérience de la vie familiale en tenant une chronique hebdomadaire sur le respect mutuel entre générations. Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Tous semblaient à comprendre l'ironie de la situation, même ceux qui n'en connaissaient pas les détails. Ces arrangements ne sont pas une punition, poursuivis-je d'une voix adoucie. Ils sont une opportunité d'apprentissage, de croissance, de rédemption. Car il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer correctement, à respecter véritablement. Je descendis de l'estrade sous un tonnerre d'applaudissements. Des mains se tendaient vers moi, des voix m'acclamaient. Je me sentais légère, libérée d'un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais fini par le confondre avec ma propre essence. Antoine m'attendait au pied de l'estrade, son visage un masque d'émotions contradictoires. Je le connaissais suffisamment pour y lire la colère, l'humiliation, mais aussi, peut-être, une pointe de respect réticent. « Tu ne peux pas nous forcer à accepter ça » murmura-t-il entre ses dents, tentant de ne pas être entendu des micros qui nous entouraient. « Non, en effet, » répondis-je calmement. « Vous êtes libre de refuser, libre de partir, de trouver une autre solution. Mais vous avez vendu votre appartement, n'est-ce pas? Et les dettes de jeu que tu caches à Céline depuis des mois ne te laissent pas beaucoup d'options. » Son visage pâlit. Comment étais-je au courant? Isabelle avait été plus efficace que prévu dans ses recherches. « Tu me fais chanter? Je t'offre une porte de sortie, Antoine, une chance de réparer tes erreurs, de reconstruire notre relation, de montrer à tes enfants qu'un homme peut reconnaître ses fautes et grandir. Appelle ça comme tu veux. » Céline nous rejoignit, son masque social complètement tombé. Ses traits étaient déformés par une fureur à peine contenue. « C'est de la folie !» siffla-t-elle. « Nous humilier publiquement, puis nous proposer de devenir vos domestiques. Jamais je n'accepterai ça. » Pierre apparut à mes côtés, aussi calme et solide qu'un roc. « Madame Dubois, vous avez peut-être mal compris la situation juridique, dit-il avec une politesse glaciale.
La vente de votre appartement à Paris est finalisée, n'est-ce pas? Et si je comprends bien, une partie significative des fonds a déjà été utilisée pour rembourser certaines dettes urgentes. Céline lança un regard confus à Antoine, dont le visage trahissait maintenant une panique croissante. « Ce que Marguerite vous offre, poursuivit Pierre, c'est un toit, un revenu et la discrétion concernant ses dettes. L'alternative, il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. L'alternative était la rue, la ruine financière et l'exposition publique de leur situation désastreuse. Françoise se joignit à notre petit groupe, son habituelle arrogance remplacée par une fureur impuissante. « Je ne resterai pas une minute de plus dans cette mascarade, déclara-t-elle hautement. J'ai ma propre maison à Paris, je n'ai pas besoin de votre charité. » Claudine, qui ne la quittait plus d'une semelle, émit un petit rire qui fit se retourner plusieurs têtes. « Ta maison à Paris, celle que tu as hypothéquée 3 fois et qui est en procédure de saisie depuis janvier, celle-là même. » Le choc sur le visage de Françoise valait toutes les revanches du monde. Je compris alors que Claudine avait mené sa propre enquête, ajoutant sa touche personnelle à notre plan. « Comment sais-tu ? Les secrets de famille ont la vie dure, ma chère sœur, » répondit Claudine avec un sourire carnassier. « Surtout quand on partage le même notaire. » Sophie, qui avait observé toute la scène avec une attention inhabituelle pour une adolescente de son âge, s'approcha de moi. Son expression n'était plus celle de l'indifférence blasée qu'elle affichait habituellement, mais un mélange de confusion et de respect. « Grand-mère, dit-elle doucement, c'est vrai tout ça? Papa a des dettes? Et il voulait vraiment te mettre dans une maison de retraite? » La sincérité de sa question me toucha. Dans toute cette histoire, les enfants étaient les victimes collatérales d'une guerre qu'ils n'avaient pas demandée. Oui, Sophie, c'est vrai, mais ce qui compte maintenant, c'est comment nous allons avancer à partir de là. Elle hocha la tête, digérant l'information avec une maturité qui me surprit. J'aime bien ton idée, l'émission et tout ça. C'est courageux. Un compliment venant de ma petite fille adolescente valait plus que tous les applaudissements du monde. Je lui souris avec chaleur, touché par cette connexion inattendue. Lucas, le petit dernier, tirait sur la manche de sa mère, complètement perdu dans ce chaos d'adultes. « Maman, on va habiter où maintenant? Je peux voir ma chambre ?» Sa question innocente sembla ramener Céline à la réalité. Elle regarda autour d'elle, les caméras qui tournaient toujours, les journalistes qui s'approchaient pour des interviews, les invités qui observaient notre drame familial avec un intérêt à peine dissimulé. Et je vis quelque chose se briser en elle. Sa façade de perfection sociale, son image soigneusement construite de femme accomplie et supérieure. « Montre-nous cette annexe, » dit-elle d'une voix éteinte. Je fis un signe à Pierre, qui sortit un trousseau de clés de sa poche. Accompagné de Juliette et d'une caméra, l'émission devait continuer après tout, nous traversâmes le jardin vers la petite bâtisse au fond de la propriété. L'annexe était modeste mais charmante. Robert l'avait aménagée avec soin, rêvant d'en faire un jour un studio d'artiste. Une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte, une mezzanine qui pourrait servir de chambre pour les enfants, une petite chambre séparée pour Antoine et Céline, et une salle de bain simple mais fonctionnelle. « C'est minuscule !» s'exclama Françoise, horrifiée. « On ne peut pas vivre à 5 là-dedans. 6 logent bien dans un 2 pièces à Paris, » répondit sèchement Claudine. « Et tu n'es pas obligée de rester, ma chère. La gare n'est qu'à 10 minutes à pied. Bien sûr, reste à savoir où tu iras ensuite. » Le sous-entendu était clair. Françoise n'avait nulle part où aller, sa situation financière étant apparemment aussi désastreuse que celle de son fils. Sophie examina les lieux avec un intérêt croissant. « La mezzanine est cool !» déclara-t-elle, grimpant l'échelle en bois pour explorer l'espace. « On pourrait mettre des rideaux pour séparer mon coin de celui de Lucas. » Sa capacité d'adaptation me rappela douloureusement la mienne à son âge. Cette faculté des femmes à faire avec ce qu'on leur donne, à transformer les contraintes en opportunités. Je me promis que Sophie ne développerait pas la même tendance à l'effacement que j'avais cultivé toute ma vie. Antoine restait silencieux, parcourant l'espace d'un regard vide. Je me demandais ce qu'il voyait. La fin de ses illusions, le prix de sa cupidité, ou peut-être le début d'une rédemption qu'il n'avait pas demandée mais dont il avait désespérément besoin. « Quand commençons-nous » demanda-t-il finalement d'une voix résignée. « Le tournage commence dès maintenant » répondit Juliette avec enthousiasme. «
L'installation de votre famille dans l'annexe sera le premier épisode. Nous filmerons ensuite votre intégration dans la fondation, les défis quotidiens, les moments de tension et de réconciliation. Et les contrats de travail ? Intervint Céline, toujours pratique même dans la défaite. Pierre sortit une pochette de sa sacoche. Tout est prêt. Salaire modeste mais correct, couverture sociale, horaire raisonnable. Vous n'êtes pas des esclaves, juste des employés en reconversion. Je regardais ma famille digérer ces informations, accepter progressivement cette nouvelle réalité que j'avais créée pour eux. Une partie de moi ressentait presque de la culpabilité devant leur désarroi. Presque. Ce soir, vous pouvez dormir à l'hôtel, proposai-je avec une générosité calculée. Le temps de vous organiser. L'émission paiera, bien sûr. Considérez cela comme votre dernière nuit de liberté. Juliette approuva d'un hochement de tête enthousiaste. Parfait pour le montage. La dernière soirée avant le grand changement, les confessions d'hôtel, les appréhensions. Antoine me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère, pas du ressentiment, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental, de la peur. « Qu'est-ce que tu espères obtenir avec tout ça, maman ?» demanda-t-il doucement, presque comme le petit garçon qu'il avait été jadis, celui qui venait me demander conseil quand le monde lui semblait trop compliqué. Je pris le temps de réfléchir à ma réponse, consciente que les caméras captaient chaque mot, chaque expression. La justice, Antoine. Pas la vengeance, mais la justice. Pour moi, pour toutes celles qui ont été invisibilisées, pour tous ceux qu'on a considérés comme acquis. Et peut-être, si nous avons de la chance, une chance de reconstruire quelque chose de vrai entre nous, quelque chose basé non plus sur l'obligation ou l'habitude, mais sur le respect mutuel. Il hocha lentement la tête, et pour la première fois depuis le début de cette journée extraordinaire, je crus apercevoir dans son regard une lueur de compréhension. Nous retournâmes vers la maison principale, où la réception battait son plein. Les invités, enivrés par le champagne et l'excitation du drame qu'ils venaient lire de vivre, discutaient avec animation. Le maire me félicita à nouveau pour mon initiative, complètement inconscient de la dimension personnelle de ma motivation. « Annecy est fière de vous, Madame Dubois. Votre fondation marquera un tournant dans notre politique sociale. » Je le remerciai poliment, jouant à la perfection mon rôle de philanthrope désintéressé. Pierre me rejoignit, un sourire discret aux lèvres. « Mission accomplie, Marguerite. Vous avez été magistrale. » Je contemplais la scène autour de moi. Ma maison envahie par des étrangers, ma famille en miettes, ma vie exposée aux caméras. Et pourtant, je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'est que le début, Pierre. Le vrai défi commence maintenant. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, je contemplais le plafond, incapable de trouver le sommeil, malgré l'épuisement qui alourdissait mes membres. La journée avait été intense, éprouvante, mais aussi étrangement libératrice. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris les rênes de mon existence sans me soucier des conséquences, sans me demander si les autres m'approuveraient, m'aimeraient encore. J'avais agi pour moi, uniquement pour moi, et cette sensation était aussi grisante que terrifiante. Le silence de la maison, habituellement réconfortant, me paraissait ce soir-là chargé d'attente, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant la suite des événements. J'avais lancé une pierre dans les temps tranquilles de ma vie et les ondes se propageaient maintenant bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de Juliette. Les premiers retours sont exceptionnels. Les réseaux sociaux s'enflamment. Grand-mère vengeresse est en tendance nationale. Repos bien mérité, notre star. Je souris malgré moi. Star, à 65 ans. Qui l'eût cru? Un autre message suivit presque immédiatement. Pierre, cette fois. Tout va bien, Marguerite? Journée intense. Disponible si vous souhaitez parler. Sa sollicitude me toucha. Pierre était entré dans ma vie si récemment, et pourtant, il semblait me comprendre mieux que des personnes que je connaissais depuis des décennies. Je lui répondis simplement « Tout va bien. Merci d'avoir été là aujourd'hui. » Sa réponse fut immédiate. « Je serai toujours là. » Ces 4 mots réchauffèrent quelque chose en moi que je croyais éteint depuis la mort de Robert. Pas de l'amour, pas encore, mais une possibilité, une porte entr'ouverte vers un avenir que je n'avais pas envisagé. Le lendemain matin, je fus réveillée par le bruit de la sonnette. Le jour se levait à peine,
colorant le ciel d'Annecy de teintes rosées. Qui pouvait bien venir si tôt? Enfilant ma robe de chambre, je descendis ouvrir. Sophie se tenait sur le seuil, son sac à dos d'école sur l'épaule, l'air déterminé malgré des cernes qui trahissaient une nuit sans sommeil. « Grand-mère » dit-elle sans préambule. « Je peux te parler ?» Surprise, je m'écartai pour la laisser entrer. « Bien sûr, tes parents savent que tu es ici. » Elle haussa les épaules avec cette indifférence adolescente qui masquait toujours des émotions plus complexes. « Ils sont encore à l'hôtel. J'ai laissé un mot. Je la guidai vers la cuisine, où je mis en route la cafetière. Pour moi, pas pour elle. À 15 ans, Sophie préférait les sodas au café, un détail que je connaissais malgré nos relations distantes. « Tu veux un chocolat chaud ?» proposai-je, me rappelant soudain ses goûts d'enfant. Un sourire fugace traversa son visage. « Tu te souviens ?»« Bien sûr que je me souviens, Sophie. Je suis ta grand-mère. » Ces mots, si simples, semblèrent créer un pont entre nous, comblant des années d'interactions superficielles imposées par Céline, qui avait toujours veillé à limiter mon influence sur ses enfants. Tandis que je préparais son chocolat, Sophie sortit son téléphone et me le tendit. « Regarde !» L'écran affichait un post Instagram, une photo de moi à l'estrade, le regard déterminé, parlant dans le microphone. En légende, ma grand-mère, la nouvelle icône féministe d'Annecy. Grand-mère vengeresse, les femmes ne sauraient d'en plus. Je levai les yeux vers elle, stupéfaite. « Tu as publié ça ?» Elle hocha la tête, un mélange de fierté et d'appréhension dans le regard. « Il y a déjà plus de 3000 likes et des centaines de commentaires, des filles de mon lycée, mais aussi plein de femmes plus âgées qui disent que tu les inspires. » Je m'assis, les jambes soudain faibles. L'idée que mon acte personnel de rébellion puisse résonner au-delà des murs de ma maison, toucher des inconnus, créer un mouvement, c'était vertigineux. « Tes parents vont être furieux, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Sophie eut un petit rire sans joie. « Ils sont déjà furieux, mais pour une fois, ce n'est pas contre moi. C'est rafraîchissant. » Je lui tendis sa tasse de chocolat, observant ce visage si semblable à celui d'Antoine au même âge, mais avec une détermination, une force que mon fils n'avait jamais vraiment possédée. « Pourquoi es-tu venue ce matin, Sophie ?» Elle fixa sa tasse un long moment avant de répondre. Je voulais comprendre. « Pourquoi maintenant? Tu as toujours été si, je ne sais pas, si accommodante. Tu n'as jamais rien dit quand maman réorganisait ta cuisine pendant nos visites ou quand papa te demandait de l'argent. Pourquoi cette fois-ci c'était différent ?» Sa question me toucha en plein cœur. Comment expliquer à une adolescente des décennies de conditionnement, de sacrifices silencieux, la lente érosion de l'estime de soi qui accompagne une vie passée à s'effacer? Quand ton grand-père est mort, commençai-je lentement, cherchant mes mots, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à être la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la belle-fille de quelqu'un. Jamais juste. Marguerite, cette maison, c'était ma chance de découvrir qui j'étais vraiment, toute seule. Quand ton père a menacé ça, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être s'est-il réparé. Sophie m'écoutait avec une intensité qui me surprit. Les adolescents n'étaient-ils pas censés être indifférents aux réflexions existentielles des vieux? « Je trouve ça cool, » dit-elle finalement. Flippant, mais cool. Comme si tu nous disais à toutes qu'il n'est jamais trop tard. Un nœud d'émotion se forma dans ma gorge. Cette jeune fille me voyait, vraiment me voyait, d'une façon dont sa propre mère n'avait jamais été capable. « Je veux t'aider, » déclara-t-elle soudainement, posant sa tasse avec détermination. « Pour la fondation, l'émission, tout ça. Je peux gérer les réseaux sociaux, créer du contenu. C'est ce que je sais faire de mieux, selon maman qui pense que c'est une perte de temps. » Je la regardais, cette petite fille que je connaissais si peu et qui m'offrait maintenant une alliance inattendue. Une émotion nouvelle m'envahit, non pas la satisfaction vengeresse de la veille, mais quelque chose de plus profond, de plus lumineux, l'espoir que de ce chaos familial puissent naître des connexions plus authentiques, plus égalitaires. J'adorerais ça, Sophie. Notre moment fut interrompu par la sonnerie stridente de mon téléphone. Juliette. « Marguerite, allumez votre télévision immédiatement. Chaîne 3. » Perplexe, j'obéis, Sophie sur mes talons. L'écran s'illumina sur le visage de la présentatrice du journal matinal, une femme d'une quarantaine d'années, à l'expression professionnellement sérieuse.
Phénomène viral qui a commencé hier à Annecy. Une femme de 65 ans a transformé sa maison en fondation pour personnes âgées après avoir découvert que son fils prévoyait de s'y installer pour la déposséder progressivement de son bien. L'histoire, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague de réactions. Des extraits de l'événement de la veille défilèrent à l'écran. Mon discours, la stupéfaction d'Antoine, les captures d'écran de leurs messages, l'annonce de l'émission La justice des aînés. Ce qui était à l'origine un drame familial privé est devenu en quelques heures le symbole d'une révolution silencieuse. Des femmes de tous âges s'identifient à Marguerite Dubois, rebaptisée sur les réseaux la grand-mère vengeresse, et partagent leurs propres histoires d'effacement, de sacrifices non reconnus, de limites non respectées. Sophie poussa un cri de joie. « Tu es partout, grand-mère! C'est dingue !» J'étais pétrifiée. Jamais, pas un instant, je n'avais imaginé que ma petite vengeance personnelle prendrait une telle ampleur. Je voulais simplement récupérer ma maison, mon indépendance, pas devenir. Quoi? Une icône? Un symbole? Le téléphone sonna à nouveau, puis encore, et encore. En moins d'une heure, ma boîte vocale était pleine de messages de journalistes demandant des interviews, d'éditeurs proposant des contrats pour des livres, même de producteurs de cinéma intéressés par les droits de mon histoire. Pierre arriva en milieu de matinée, l'air à la fois amusé et préoccupé. « Votre portail est assiégé par les médias », m'annonça-t-il. J'ai dû montrer patte blanche pour qu'il me laisse passer. Il s'arrêta, surpris de trouver Sophie confortablement installée à ma table de cuisine, travaillant sur son ordinateur portable. « Je crée un site web pour la fondation », expliqua-t-elle sans lever les yeux. « On a déjà reçu des dizaines de demandes de dons. » Pierre me lança un regard interrogateur que j'accueillis avec un haussement d'épaules résigné. Les événements semblaient avoir leur propre logique désormais, emportant ma petite vie tranquille dans un tourbillon médiatique que je n'avais ni prévu ni souhaité. « Marguerite, » dit Pierre doucement, « nous devons parler de la suite. Votre histoire a touché une corde sensible. Les gens attendent maintenant que la fondation soit réelle, que l'émission continue, que toutes ces promesses se concrétisent. » Je m'assis lourdement, soudain consciente de l'ampleur de ce que j'avais déclenché. Mais ce n'était qu'une mise en scène, une façon de donner une leçon à Antoine et sa famille. Sophie leva les yeux de son écran, visiblement déçue. « Tu ne voulais pas vraiment créer la fondation ?» Le reproche implicite dans sa voix me fit réfléchir. N'avais-je pas, au fond, sincèrement ressenti cette indignation face au sort des personnes âgées marginalisées? N'avais-je pas, au-delà de ma vengeance personnelle, touché à quelque chose de plus universel, de plus important? « Si », répondis-je après un moment. « Si, je le voulais, je le veux toujours, mais je ne sais pas comment faire, par où commencer. » Pierre posa sa main sur la mienne, ce geste simple qui commençait à devenir familier, réconfortant. « Vous n'êtes pas seule, Marguerite. Vous avez une équipe maintenant. Moi, Juliette, Isabelle, Claudine et moi, ajouta Sophie avec enthousiasme. Je peux être la voix de la jeune génération dans le projet. Leur confiance me toucha profondément. Peut-être était-ce cela, le véritable cadeau de cette folle aventure. Non pas la vengeance contre ma famille, mais la création d'une nouvelle famille, choisie celle-là, unie par des valeurs communes plutôt que par le simple hasard du sang. Le bruit d'une voiture dans l'allée interrompit nos réflexions. Par la fenêtre, je reconnus le véhicule de location qu'Antoine avait pris pour venir à Annecy. Il en sortit, suivi de Céline, Lucas et Françoise. Leurs visages étaient graves, fermés. « Ils sont là !» annonçai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Sophie se leva d'un bond. « Je reste avec toi. Ils ne te feront pas reculer. » Sa loyauté me réchauffa le cœur. Pierre se plaça instinctivement à mes côtés, une présence solide et rassurante. Lorsqu'Antoine frappa à la porte, j'étais prête. Quelle que soit sa réaction, colère, supplication, menace, j'étais déterminée à tenir bon. Ce fut Céline qui parla la première lorsque je leur ouvris. « Les journalistes nous ont suivis depuis l'hôtel, » dit-elle sans préambule. « Ils connaissent nos noms, notre histoire. Lucas a été questionné à l'entrée par une femme qui lui a demandé ce que ça faisait d'avoir une grand-mère révolutionnaire. Son ton était accusateur, comme si j'étais responsable de cette intrusion médiatique. Ce qui, à bien y réfléchir, était probablement le cas. Antoine semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses épaules étaient voûtées, son regard éteint.
C'est aller trop loin, maman, dit-il doucement. Bien trop loin. J'aurais pu me sentir coupable. J'aurais pu m'excuser, minimiser, faire marche arrière comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose avait changé en moi, irrémédiablement. Non, Antoine. Pendant des années, les choses n'ont pas été assez loin. Pendant des années, j'ai accepté d'être traité comme une commodité, un meuble qu'on déplace selon ses besoins. C'est fini. Françoise émit un son méprisant. Toujours dans le mélodrame. Nous voulions simplement vivre en famille, t'éviter la solitude. Et regarde comment tu nous remercies. Sophie s'avança, surprenant tout le monde par son intervention. Arrête de mentir, grand-mère Françoise. J'ai lu vos messages à maman. Vous vouliez sa maison, pas son bien-être. Céline fusilla sa fille du regard. Sophie, ne te mêle pas de ça. Pourquoi pas? Ça me concerne aussi. Vous m'avez élevée en me répétant qu'il fallait respecter les aînés. Mais regardez comment vous traitez grand-mère. Un silence stupéfait suivit ces paroles. Cette adolescente que tous croyaient absorbée par son monde virtuel venait de démontrer une lucidité et un courage qui nous laissèrent sans voix. Antoine finit par soupirer profondément. « Que veux-tu, maman? Vraiment? Dis-nous ce que tu attends de nous maintenant. » C'était la première fois qu'il me posait cette question. La première fois qu'il semblait sincèrement intéressé par mes désirs, mes besoins. Ce simple fait me toucha plus que je ne l'aurais cru possible. « Je veux que cette fondation devienne réelle, » répondis-je avec une clarté qui me surprit moi-même. « Je veux utiliser cette attention médiatique pour quelque chose de positif, de significatif. Et oui, je veux que vous participiez, non pas comme une punition, mais comme une rédemption, une chance de reconstruire notre famille sur des bases plus saines. » Je m'approchai de mon fils, cherchant dans ses yeux le petit garçon que j'avais tant aimé, que j'aimais toujours malgré tout. Nous avons tous commis des erreurs, Antoine. Moi, la première. Je t'ai trop protégé, trop donné sans jamais exiger de retour. J'ai créé cette dynamique toxique autant que toi. Maintenant, nous avons une chance de tout recommencer différemment. Un long silence suivit mes paroles. Je pouvais presque voir les pensées tournoyer dans l'esprit de mon fils. Peser le pour et le contre, évaluer ses options. « L'annexe est vraiment petite, » dit-il finalement, un fantôme de sourire aux lèvres. Ce n'était pas un oui franc, mais ce n'était pas non plus un refus catégorique. C'était une ouverture, une possibilité. « On pourrait l'agrandir, proposai-je. En faire un vrai logement indépendant. Vous travailleriez toujours pour la fondation, mais avec des conditions plus dignes. » Céline semblait prête à protester, mais Antoine posa une main sur son bras, l'arrêtant d'un geste. Nous pourrions essayer, pour voir si ça fonctionne. Françoise leva les yeux au ciel avec une exaspération théâtrale. « Vous êtes tous devenus fous. Je retourne à Paris. »« Pour aller où exactement ?» demanda Claudine, qui venait d'arriver, toujours à point nommé. « Ta maison sera vendue aux enchères la semaine prochaine, ma chère sœur. À moins que... » Elle laissa sa phrase en suspens, un sourire énigmatique aux lèvres. « À moins que quoi ?» demanda Françoise, soudain inquiète. « À moins que tu n'acceptes de participer à notre projet. » J'ai parlé aux producteurs de l'émission. Ils sont fascinés par notre rivalité fraternelle. Ils proposent un segment spécial. Sœurs ennemies, réconciliation tardive. Je retins un sourire devant l'expression horrifiée de ma belle-mère. Claudine était redoutable, utilisant les mêmes tactiques de chantage émotionnel que sa sœur avait employées toute sa vie, mais pour une cause que je commençais à considérer comme juste. Je vais y réfléchir, concéda Françoise, visiblement à court d'options. Lucas, qui était resté silencieux jusqu'alors, tira sur la manche de sa mère. « Est-ce que je pourrais avoir un chien si on habite dans la petite maison? Papa dit toujours qu'on n'a pas assez de place dans l'appartement, mais là, il y a un jardin. » Sa question innocente brisa la tension. Même Céline esquissa un sourire réticent. « On verra, mon chéri. » Sophie s'approcha de moi, glissant son bras sous le mien dans un geste de complicité qui me surprit et me toucha. « Alors, c'est décidé, on crée vraiment cette fondation, on fait cette émission, on devient une famille. » Différente, je regardais autour de moi. Pierre, solide et bienveillant. Claudine, rusée et déterminée. Sophie, jeune et idéaliste. Antoine, réticent mais présent. Céline, méfiante mais résignée. Lucas, innocent et adaptable. Même Françoise,
amère mais acculée, une famille recomposée, pas par le sang ou les alliances, mais par un projet commun, une vision partagée, aussi imparfaite soit-elle. Oui, répondis-je avec une certitude tranquille. C'est exactement ce que nous faisons. Dehors, le soleil printanier illuminait le lac d'Annecy, ses eaux scintillantes promettant un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer quelques semaines plus tôt. À 65 ans, ma vie ne faisait que commencer. Et cette fois, c'était moi qui tenais le pinceau, moi qui dessinais les contours de cette nouvelle existence, moi qui choisissais les couleurs de ma propre histoire. Voilà, mes chers amis, comment j'ai transformé ce qui aurait dû être une simple invasion familiale en une révolution personnelle qui a dépassé toutes mes espérances. Qui aurait cru qu'à 65 ans, moi, Marguerite Dubois, femme discrète et effacée pendant toute ma vie, je deviendrais le symbole d'une révolte silencieuse qui couvait dans le cœur de tant de femmes de ma génération. Cette histoire a commencé par une simple phrase. J'aime ça. Je vais amener ma femme, mes enfants et ma belle-mère ici avec vous. Des mots prononcés avec une telle désinvolture par mon fils Antoine, comme si ma maison, mon espace vital, mon sanctuaire durement acquis, n'était qu'une extension de ses possessions. Ces mots ont fait déborder un vase qui se remplissait goutte à goutte depuis des décennies. Je me souviens encore de cette sensation étrange, ce mélange de colère froide et de détermination brûlante qui m'a envahi. Ce moment précis où j'ai décidé que non, cette fois, je ne céderai pas. Cette fois, je ne m'effacerai pas. Cette fois, je prendrai position. Avec l'aide de Pierre, cet avocat à la retraite au regard bienveillant, de Juliette, cette productrice rusée et visionnaire, d'Isabelle, cette amie fidèle aux ressources insoupçonnées, et même de Claudine, la sœur rivale de ma belle-mère, j'ai orchestré ce qui devait être simplement une leçon familiale. Jamais je n'aurais imaginé que cette mise en scène deviendrait un phénomène médiatique, touchant le cœur de milliers de personnes à travers la France et au-delà. La fondation Maison de Dignité, née d'un désir de vengeance, est devenue une réalité concrète, un refuge pour ceux qui, comme moi, ont trop longtemps été considérés comme quantité négligeable. L'émission La justice des aînés continue de battre des records d'audience, racontant non seulement mon histoire, mais aussi celle de tant d'autres qui ont trouvé le courage de dire non après des années de oui automatique. Antoine et sa famille vivent maintenant dans l'annexe agrandie au fond de mon jardin. Notre relation a changé, profondément. Ce n'est pas toujours facile. Les vieilles habitudes ont la vie dure et nous avons tous nos moments de rechute. Mais chaque jour, nous apprenons à nous respecter mutuellement, à établir des limites saines, à communiquer nos besoins sans manipulation ni culpabilisation. Sophie, ma petite fille adolescente, est devenue ma plus proche alliée. Elle gère les réseaux sociaux de la Fondation avec un talent qui force l'admiration et notre complicité grandissante est peut-être le plus beau cadeau issu de cette tempête familiale. À travers ses yeux, je redécouvre le monde, ses complexités, ses possibilités infinies. Et à travers les miens, elle apprend qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour exiger le respect, pour devenir pleinement soi-même. Même Françoise, ma belle-mère au caractère si difficile, a trouvé sa place dans cette nouvelle configuration. Son segment avec Claudine, sœurs ennemies, réconciliation tardive, est devenu l'un des préférés du public. Leur rivalité, toujours présente, mais désormais canalisée vers des objectifs constructifs, apporte une dynamique fascinante à notre projet commun. Quant à Pierre, disons simplement que notre relation a évolué bien au-delà de celle d'avocate et cliente. À notre âge, nous savons que le temps est précieux et nous avons choisi de ne pas le gaspiller en hésitations inutiles. Sa présence dans ma vie est un rappel constant que l'amour peut fleurir à tout âge, que le bonheur n'est pas réservé aux jeunes, que nos cœurs restent capables de s'émerveiller, de s'émouvoir, de s'attacher, quelle que soit la date inscrite sur notre carte d'identité. Cette aventure m'a appris que nos vies ne sont pas des chemins linéaires, tracés une fois pour toutes par nos premières décisions. Elles sont des rivières sinueuses, capables de changer de cours, de créer de nouveaux affluents, de se réinventer après chaque barrage. J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, pour dire oui, pour dire c'est assez.
pour dire « je mérite mieux ». Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous aussi avez senti cette petite voix intérieure qui murmure « et si », alors je vous invite à l'écouter. Pas nécessairement pour organiser une vengeance médiatisée comme la mienne. Nous avons chacun notre propre chemin vers l'affirmation de soi, mais pour reconnaître votre valeur, pour établir vos limites, pour exiger le respect que vous méritez. Mes chers amis, votre présence ici, votre écoute attentive de mon récit me touche profondément. Chaque semaine, je partage avec vous sur cette chaîne Souvenirs de grand-mère, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de ma vie ou de celle des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées depuis le début de cette aventure. Des histoires de courage, de résilience, de renaissance. Des histoires qui, j'espère, vous inspirent autant qu'elles m'ont inspiré. Si ces récits résonnent en vous, si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Un simple clic sur le bouton « S'abonner » vous permettra de ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes. Et si vous avez apprécié cette histoire particulière, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Chaque pouce levé est une confirmation que nos paroles trouvent un écho, que nos expériences partagées créent des ponts entre nous. Mais ce qui me touche le plus, ce qui nourrit véritablement mon âme et me donne l'énergie de continuer, ce sont vos commentaires. Racontez-moi vos réactions, vos propres expériences, vos moments de révélation. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment l'avez-vous gérée? Qu'auriez-vous fait à ma place? Chaque commentaire est une conversation, un échange, une main tendue à travers l'écran qui nous sépare. Je lis personnellement chaque message, même si le temps ne me permet pas toujours de répondre à tous. Sachez que vos mots me touchent, m'inspirent et souvent orientent les thèmes de mes prochaines vidéos. Vous n'êtes pas des spectateurs passifs, mais des participants actifs dans cette communauté que nous construisons ensemble. Permettez-moi également de vous parler avec franchise. La création de ces vidéos, le maintien de cette chaîne, demande du temps, de l'énergie et oui, des ressources financières. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous aider à continuer, à améliorer la qualité de nos productions, à proposer des contenus plus fréquents, vous pouvez nous soutenir via la fonction « Merci » de YouTube. C'est une façon simple de faire un don qui nous aidera à couvrir les frais de production et à vous offrir des vidéos quotidiennes plutôt qu'hebdomadaires. Chaque contribution, même modeste, fait une différence significative. Elle nous permet de rester indépendants, de préserver la qualité et l'authenticité qui vous ont attiré vers notre chaîne. Votre soutien est une reconnaissance de la valeur de notre travail, une façon de dire « continuez, nous sommes avec vous ». La semaine prochaine, je vous raconterai comment Françoise, ma belle-mère, a finalement trouvé sa voie après 70 ans d'amertume et de comparaison toxique. Une histoire de guérison qui vous surprendra, vous touchera et peut-être vous aidera à regarder différemment certaines relations difficiles dans votre propre vie. D'ici là, prenez soin de vous, écoutez cette petite voix intérieure qui sait ce dont vous avez besoin et n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pleinement, authentiquement, dignement. C'est le message que je souhaite porter, c'est l'héritage que je veux laisser, c'est la révolution tranquille que j'espère inspirer. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très bientôt sur Souvenirs de grand-mère, votre rendez-vous avec des histoires qui résonnent, qui libèrent, qui transforment. N'oubliez pas, s'abonner, aimer, commenter et si vous le pouvez, soutenir via Merci. Ensemble, continuons à tisser cette toile d'histoire qui nous relie, nous élève, nous rappelle notre humanité partagée.